nous allons écouter l'intervention nommée « Collecter la parole, outils et méthodes vers un terrain commun » d'Agathe Roux, qui est à côté de moi, co-organisatrice de ce colloque. Elle est artiste, enseignante et doctorante à l'école doctorale 279 de l'Université Panthéon-Sorbonne, et elle mène actuellement une thèse de recherche-création intitulée « Collecter des matériaux vifs issus de rencontres pour raconter plastiquement des histoires dans l'espace d'exposition ». Ces recherches artistiques et théoriques portent sur les différentes façons dont on peut, en tant qu'artiste plasticien, collecter du matériel à partir de rencontres et d'enquêtes sur le terrain pour finalement construire un récit grâce à l'installation. Agathe Roux s'intéresse également à la manière dont le public peut recevoir ces histoires racontées au prisme de l'intermédiaire que constitue l'installation. Elle a récemment collaboré avec Mohamed El-Khatib et Emmanuel Manzano dans le cadre du court-métrage « Une dernière danse », en coproduction avec le Festival d'automne à Paris et en partenariat avec la PHP. Je te laisse la parole. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette communication. Celle-ci va prendre appui sur la création de recherche que je mène actuellement et explorera les processus artistiques d'Eugénia Reznik et Mohamed El-Khatib, deux artistes que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mes recherches et avec qui j'ai parfois travaillé. Curieuse d'une réalité à découvrir, comme de nombreux artistes, je regarde et m'inspire du monde qui m'entoure, et plus particulièrement de mon quotidien. Réunions de famille, files d'attente, terrasses de café, transports en commun et halls d'entrée sont des terrains inépuisables pour collecter la parole, élément fondateur des installations que je réalise. Pour Mohamed El-Khatib, un projet naît toujours d'une première rencontre spontanée, fruit d'un hasard. Il nous dit au sujet de sa performance documentaire « Moi, Corinne Dada », je vais rencontrer une femme de nage, pardon. Elle se moquait de moi, elle m'a interpellée, m'a dérangée. Très rapidement, j'ai su qu'un projet allait naître de notre rencontre. Quant à l'artiste Eugénia Reznik, qui est une artiste plasticienne, elle décrit la collecte de la parole comme le glanage boulonique des récits de personnes qui se trouvent sur son chemin. Nos processus respectifs reposent sur l'expérience de la rencontre. Celle-ci est au cœur de notre travail de collecte. Sans elle, aucune création n'est possible. Nous chercherons tout d'abord à comprendre ce qui se joue dans l'expérience de la rencontre et verrons alors comment cette expérience vécue par les artistes peut se rapprocher du concept merleau-pontien de terrain commun. J'examinerai dans un deuxième temps les techniques et les outils utilisés par les artistes pour collecter la parole. Nous verrons comment ils élaborent leurs propres méthodes pour répondre aux contraintes de leur terrain et de leurs outils. Enfin, je montrerai comment ma propre pratique artistique se nourrit du concept de terrain commun et de l'expérience de la rencontre pour explorer des thématiques de la vie quotidienne. Je montrerai quels outils et méthodes de collecte j'utilise afin de construire mon propre processus créatif et développer une nouvelle vision des sujets abordés. L'expérience de la rencontre. Étant en recherche-création, mon point de départ a été ma pratique artistique. Comme mentionné dans mon introduction, j'enquête sur les terrains de la vie quotidienne. Sur ces terrains, la matière que je collecte est principalement la parole. Le dialogue et l'échange sont alors indispensables à mon processus. Je suis donc constamment à la recherche de nouvelles rencontres pour de nouvelles perspectives. Toutefois, toute rencontre ne se traduit pas toujours par une production artistique. Je me suis donc demandé pourquoi certaines rencontres donnent-elles lieu à une production artistique et d'autres non. Pour répondre à cette question, je me suis d'abord tournée vers Eugénia Reznik. L'artiste franco-ukrainienne pluridisciplinaire m'a répondu « Je ne sélectionne pas un certain type de rencontre. Je vais simplement parler autour de moi le plus possible pour glaner des récits. » Toutefois, au regard de ses œuvres, je remarque qu'un sujet réunit les rencontres de l'artiste, celui du déracinement. Cette thématique ne restreint pas l'artiste dans son travail de collecte puisqu'elle l'envisage plutôt comme une arborescence. Le déracinement m'intéresse en tant que rupture avec des lieux physiques, m'a-t-elle expliqué.
En effet, son installation d'un récit à l'autre est une réflexion sur l'exil, tandis que Atlas de plantes déracinées explore des récits de personnes dont leurs plantes ont été déplacées lors d'une immigration ou d'un déménagement. Il y a une question qui m'habite. Je vais travailler sur cette question pendant des mois, voire des années. Je vais récolter des récits qui y répondent, du moins en partie, conclut-elle. Je remarque ainsi que dans ma pratique, il n'existe pas de thème spécifique ou de questions qui viendraient conduire le choix. Mais ce sont les rencontres elles-mêmes qui guident le sujet de mes productions. Pour mieux comprendre ce phénomène, je me suis alors tournée vers la pensée de Jean-Paul Sartre. Pour ce philosophe, la rencontre est un surgissement. L'autre apparaît brusquement dans mon champ de vision, sans que j'y sois préparée. Je retrouve ici un premier point commun à toutes les expériences de rencontres faites par les artistes. Celles-ci sont inattendues. C'est l'effet de surprise qui participe au bouleversement qu'elles provoquent en eux. Par le regard d'autrui, je fais l'épreuve concrète qu'il y a un au-delà du monde, nous dit Sartre. Symbolisée par le regard que porte autrui sur moi, la rencontre est un bouleversement, mais elle change aussi la nature du monde dans lequel je vis et la perception que j'en ai. Autrement dit, l'autre nous force à adopter un nouveau regard et trouble l'idée que nous faisions du monde. Toutefois, chez Sartre, la rencontre semble vécue comme un traumatisme, car l'autre me dépossède de mon monde. Tout à coup, un objet est apparu qui m'a volé mon monde, écrit-il. Il ne s'agit plus de mon monde, mais d'un monde commun, un monde dont finalement je ne suis plus le centre. Sartre ajoute « Cette présence immédiate et brûlante du regard d'autrui m'a souvent rempli de honte. Pour lui, le regard de l'autre est une menace, un danger potentiel qui, par son regard, me juge. Certes, la rencontre me sort de mon égoïsme, mais elle ne me permet pas de nouer une véritable relation avec l'autre. » C'est donc ici que la conception de la rencontre chez Sartre semble s'éloigner de celle que vivent les artistes dans leur pratique de collecte. Chez eux, la rencontre, loin d'être un traumatisme, est au contraire vécue comme une expérience positive, donnant matière à une production artistique. Je me suis alors intéressée à la conception de Maurice Merleau-Ponty. Celui-ci nous dit « Mon regard tombe sur un corps vivant en train d'agir. Je dis que c'est un autre, un second moi-même, et je le sais d'abord parce que ce corps vivant a même structure que le mien. Chez lui, la rencontre passe d'abord par le corps de l'autre, qui n'est pas celui qui me vole mon monde, mais quelqu'un qui m'est semblable. » Le philosophe poursuit en disant « Il y a en particulier un objet culturel qui va jouer un rôle essentiel dans la perception d'autrui, c'est le langage. Finalement, ce n'est que lorsque je passe par la tâche parfois difficile du dialogue que je fais réellement l'expérience de la rencontre. Grâce au dialogue, nous sommes l'un pour l'autre collaborateurs dans une réciprocité parfaite. Nos perspectives glissent l'une dans l'autre. Nous coexistons à travers un même monde. » Je retrouve alors un autre point commun aux rencontres des artistes, celui du dialogue, qui est au cœur de leur collecte, puisque c'est la parole qu'ils récoltent. Pour Merleau-Ponty, ce dialogue ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun y participe, en partageant son point de vue, tout en tenant compte de celui de l'autre. La rencontre s'opère dans un mouvement de glissement et non de surgissement, comme l'évoque Sartre. Par ce glissement, nos réflexions se complètent et se rectifient. Notre point de vue est épousé par l'autre et inversement, pour construire un terrain commun. Cette conception de Merleau-Ponty m'évoque alors le sentiment de dérangement mentionné par Mohamed El-Khatib, qu'il dit ressentir lorsqu'il assiste à une pièce de théâtre. « J'aime arriver au théâtre en étant rangé d'une certaine façon et en ressortir rangé autrement », m'a-t-il dit. Dans ma pratique, c'est ce sentiment de dérangement, au sens où Mohamed El-Khatib l'entend, qui semble être le point commun de toutes ces rencontres créatrices. Ces rencontres me dérangent au sens où elles me poussent à remettre en question ce que je prenais pour acquis, ce que je n'interrogeais pas ou plus. La notion de dérangement trouve ainsi tout son sens dans la perception de la rencontre proposée par Merleau-Ponty.
je suis dérangée car je suis face à un autre point de vue que le mien, mais ce dérangement peut être positif si je fais le travail d'un véritable dialogue. En effet, pour le philosophe, il ne s'agit pas d'adhérer trop rapidement au point de vue de l'autre, auquel cas le dialogue ne pourrait réellement exister. Il s'agit plutôt de faire un pas vers l'autre tout en gardant sa position, jusqu'à ce que le dialogue nous mène vers un nouveau point de vue que nous construisons ensemble. Grâce à cette analyse de Merleau-Ponty, je comprends alors que c'est lorsque nous arrivons à ouvrir un terrain commun avec notre interlocuteur que la rencontre peut devenir pour les artistes moteur d'une création. Interrogeons-nous à présent sur la question des outils et des méthodes pour collecter la parole. Micro, caméra, prise de notes, plusieurs moyens sont à la disposition des artistes pour collecter la parole. Quels vont être leurs choix et pourquoi? À cette question s'ajoute celle de la méthode. L'artiste organise-t-il des entrevues ou prélève-t-il directement la parole sur le terrain? Se fixe-t-il des règles, un protocole à respecter? Chez Mohamed El-Khatib, l'outil de collecte reste invariable. Sa caméra Sony qu'il transporte partout, en toutes circonstances. En considérant ce choix, nous pourrions ainsi supposer que les réalisations de l'artiste sont essentiellement des œuvres cinématographiques ou vidéo. Pourtant, parmi les nombreux projets qu'il réalise, nous retrouvons seulement 2 courts-métrages. Les projets qu'il développe s'étendent de la performance documentaire à l'installation artistique, en passant par le théâtre et la littérature. Grâce à nos échanges, je comprends que Mohamed El-Khatib n'a pas choisi la caméra en raison d'un attrait particulier pour l'image, mais plutôt pour sa capacité à collecter un grand nombre de données, lui permettant de déterminer librement la forme finale de son projet. Autrement dit, la caméra lui permet de conserver, d'archiver ses paroles, ses rencontres, le temps qu'une idée puisse mûrir. En mai 2022, Mohamed El-Khatib me propose de travailler avec lui pour un projet dans le service de gériatrie de l'hôpital Fernand Vidal. Le festival d'automne à Paris lui laisse carte blanche dans le cadre d'un partenariat avec la PHP. Lorsque nous nous rendons pour la première fois sur le terrain, ni le sujet, ni la forme de la réalisation n'ont été clairement définis. Toutefois, la responsable des animations du service nous a proposé de venir le même jour qu'un groupe de musique. Une fois sur place, nous rencontrons Valentine. Debout dans le couloir, cette patiente se déhanche au rythme de la musique hawaïenne. Notre caméra semble l'intriguer et naturellement, une discussion s'amorce entre nous. Très rapidement, la notion de danse est au cœur de nos échanges. Cette rencontre donne alors le ton à toutes celles qui vont suivre. Et c'est ainsi que le sujet du projet s'installe. Face à un corps usé, qui altère jour après jour l'autonomie de nos mouvements, une définition de la danse est-elle possible? Suite à cette expérience, je constate que Mohamed El-Khatib agit en fonction des événements tels qu'ils se présentent à lui. Il n'anticipe que très peu. On pourrait dire qu'il navigue à vue. Ainsi, je comprends que seule la caméra peut lui permettre une telle souplesse. Toutefois, l'artiste précise que l'utilisation de la caméra implique de laisser un temps long pour que la conversation prenne forme, pour que les participants oublient la présence de l'appareil. Pour réaliser le film Les Habitants, Raymond Depardon et Claudine Nougaret se confrontent à cette même contrainte. Ils choisissent ainsi de dissimuler la caméra derrière un écran afin de capter une parole plus spontanée et sincère. Eugésia Reznik, quant à elle, privilégie le micro. Si elle choisit de travailler ainsi, c'est pour se concentrer uniquement sur la parole. Ce qui l'intéresse lors des enregistrements, ce sont bien sûr les mots, mais aussi les silences, les respirations, les hésitations qui participent eux aussi au récit. Pour l'artiste, ces éléments, loin d'être dépourvus de sens, témoignent de ce qu'elle appelle une parole en train de se faire. Eugénia Reznik est dans une recherche active de paroles en lien avec son sujet. Elle m'explique que lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle évoque son travail artistique et puis assez naturellement, elle va demander à son interlocuteur s'il n'a pas un récit à lui raconter au sujet du déracinement. Sa méthode est sensiblement la même à chaque fois. La première rencontre est toujours de l'ordre de la surprise, mais à la différence de Mohamed El-Khatib, la collecte
de la parole ne se fait jamais sur le terrain. Elle propose un second rendez-vous pour disposer de conditions d'enregistrement optimales. Bien que ces outils soient efficaces pour capturer fidèlement la parole, on constate qu'ils sont aussi parfois un peu contraignants. En effet, chez Mohamed El-Khatib, la caméra fait écran. Elle est un obstacle entre l'artiste et son interlocuteur. L'outil crée ici une distance entre les deux et par pudeur, le sujet retient sa parole, rendant les échanges parfois moins naturels. Eugénia Reznik en fait également le constat. Elle explique que la caméra trop imposante peut intimider. Ce n'est donc qu'à titre très exceptionnel qu'elle l'utilise, c'est-à-dire lorsqu'elle collecte la parole des personnes qui lui accordent une grande confiance, en général ses proches, sa famille. C'est donc pour pallier à ces contraintes que les artistes vont chercher à faire oublier la caméra en imposant un temps long ou parfois en la dissimulant. Le micro, quant à lui, est certes plus discret, mais impose à Eugénia Reznik de proposer un second rendez-vous. Celui-ci peut rendre la rencontre plus formelle, le participant s'y prépare et la parole en devient peut-être moins spontanée. La prise de notes ultérieure. Donc, dans ma pratique, je cherche à collecter des paroles dites à chaud, au cours de conversations ordinaires, celles que l'on a avec son voisin dans le métro, par exemple. Les outils comme la caméra et le micro ne semblent du coup pas adaptés. Je serais contrainte d'interrompre mes interlocuteurs pour avoir leur consentement, rendant peut-être la parole moins naturelle. Et par conséquent, j'ai cherché une méthode plus souple qui me permettrait de collecter une parole spontanée de manière respectueuse, tout en m'offrant une certaine liberté d'action. Et c'est en me confrontant à ces contraintes que j'ai finalement trouvé ma propre méthode en 2014, alors qu'une de mes proches me racontait les épisodes marquants de son enfance et de sa vie actuelle mêlés à des enjeux de société. Comme Mohamed El-Khatib, je ne savais pas quelle installation pourrait naître de ces échanges. Cependant, j'ai voulu les conserver pour laisser la possibilité à un projet d'émerger. Je n'avais sur moi que mon téléphone portable et dès que nos échanges prirent fin, j'ai rapidement écrit dans mes notes tout ce que j'avais retenu de nos échanges. En faisant appel à ma mémoire immédiate et en jouant avec la mise en page et la typographie, j'ai, sans m'en rendre compte, transcrit en partie l'oralité des paroles entendues. Un long silence, par exemple, pouvait se traduire par plusieurs retours à la ligne pour donner de l'ampleur à la pause. Ainsi, j'ai pu écrire des textes à la première personne dont la forme reflète les marques d'oralité qui, comme le soulignait Eugénia Reznik, font partie intégrante du discours. Quelques mois plus tard, suite à une nouvelle rencontre dans le hall de mon immeuble, l'opération se répète. J'écris les paroles de cet inconnu dans les notes de mon téléphone et naissent pour la deuxième fois une série de textes écrits à la première personne et à la mise en page non conventionnelle. C'est donc finalement cette méthode que j'ai appelée la prise de notes ultérieure qui m'accompagnera à chaque fois que je souhaite collecter la parole. Cette méthode souple et adaptée à mon terrain de collecte n'impose aucune contrainte à mon interlocuteur. Il est libre de s'exprimer dans la plus grande spontanéité. Aucun outil ne s'interpose entre nous, aucun rendez-vous ultérieur n'est nécessaire. En adoptant cette méthode, j'apprends au fil du temps à devenir plus vigilante aux paroles et aux histoires racontées, mais surtout à me mettre à la place de l'autre. Ces textes sont le fruit du terrain commun que notre dialogue a permis d'ouvrir. En écrivant à la première personne, je mets en avant le point de vue de l'autre, tout en gardant la place pour ma propre vision. Autrement dit, ces textes épousent la vision de chacun, tout en faisant apparaître un point de vue commun, comme une position d'égalité obtenue par deux poids qui s'opposent. À partir de ces processus créatifs, d'artistes tels que Eugénia Reznik, Mohamed El-Khatib et moi-même, nous pouvons affirmer que la rencontre est au cœur de nos pratiques. Nous collectons la parole à travers des rencontres inattendues de la vie quotidienne, guidées par nos propres questionnements. Ces rencontres bouleversent notre perception du monde, car celle-ci s'enrichit grâce au dialogue de la perception de l'autre. Ainsi, l'artiste et son interlocuteur construisent ensemble un terrain commun qui conduisent l'artiste à collecter la parole.
Selon les outils choisis, l'artiste mettra alors en place une méthode adaptée à son terrain pour collecter la parole, que ce soit par la vidéo, le son ou l'écriture. Cette matière donnera alors forme à ce terrain commun. C'est ensuite à partir de ces textes, de ces vidéos ou de ces enregistrements sonores que les artistes vont façonner leurs œuvres avec un nouveau défi. Comment rendre compte de ce terrain commun par nos choix plastiques? Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Agathe.